Bienvenue à cette nouvelle édition d'Écho d'Afrique. Au moins 25 morts et 75 blessés, c'est le dernier bilan rendu public dimanche au lendemain de l'effondrement d'un immeuble d'un quartier populaire du Caire en Égypte. Les autorités ont annoncé l'affaissement de l'immeuble de 10 étages à l'aube du samedi sans révéler le nombre de ses habitants présents dans l'édifice à l'heure de l'incident. Les raisons de l'écroulement de l'immeuble et le nombre exact de ses habitants n'ont pas été officiellement annoncés. De sources concordantes, un comité d'ingénieurs est à pied d'œuvre pour évaluer l'impact de cet incident sur les immeubles alentours. Ces dernières années, plusieurs bâtisses se sont effondrées en raison de leur vétusté et du non-respect des normes d'urbanisme en Égypte. En République démocratique du Congo, le FCC, le Front commun pour le Congo, parti de l'ex-président Joseph Kabila, ainsi que le PPRD, le Parti du peuple pour la reconstruction et le développement, ont officiellement annoncé leur non-participation au gouvernement dit de l'Union sacrée, voulu par le président actuel Félix Antoine Tshisekedi. Plus de 2 mois après la nomination du Premier ministre Sama Lukonde, la composition de ce gouvernement est très attendue. Ce refus du FCC et du PPRD d'entrer au gouvernement divise la classe politique. Dans la foulée, les partisans de l'ex-président ont appelé la population à rester vigilante pour la tenue des élections dans le délai légal. Présidentielle au Congo-Brazzaville, l'opposant Mathias Zon a déposé un recours en annulation des résultats du premier tour du scrutin du 21 mars à la Cour constitutionnelle. Le candidat de l'Alliance pour la République et la démocratie, arrivé en 3e position avec 1,90% des suffrages exprimés, dit avoir fondé sa requête essentiellement sur 3 raisons. D'abord, l'opposant pointe entre autres l'existence de nombreuses irrégularités qui ont entravé le scrutin, dont l'absence de vraies listes électorales issues de la révision de 2021, l'existence des bureaux clandestins dans les sièges du PCT, Parti congolais du travail, et au domicile des députés et des responsables du parti au pouvoir. À cela s'ajoute selon lui la proclamation précipitée des résultats plutôt préétablis. Mathias Zon a aussi avancé l'empêchement définitif d'un des candidats en lice, Feu Guy Brice Parfait Kolelas, appelant à l'application immédiate de l'article 70 de la Constitution. Cet article dispose, a-t-il rappelé, qu'avant le premier tour en cas de décès ou d'empêchement définitif d'un candidat, l'élection est reportée de 90 jours à compter de la date du report. Pour Mathias Zon, le pouvoir a délibérément camouflé à l'opinion nationale et internationale l'empêchement définitif du candidat Parfait Kolelas avant le premier tour pour se donner les moyens de perpétrer un nouveau coup d'État électoral. Au Bénin, la campagne électorale pour la présidentielle du 11 avril prochain bat son plein. Lancée vendredi, l'opération se poursuit jusqu'au 9 avril. 3 candidats et leurs colistiers sont en lice pour ce scrutin. Il s'agit du duo du président sortant Patrice Talon Tchabi Talata Mariam. Il fera face au duo Soumanou Alassane Houpé Paul et à celui de Kowe Akbele Sessi, Agossa Irénée Josias. Selon la constitution béninoise du 7 novembre 2019, le premier de chaque duo est le candidat au poste de président de la République. Le second candidat au poste de vice-président est appelé le colistier. C'est la première fois que le Bénin expérimente ce système électoral issu des réformes politiques engagées par le président Patrice Talon durant son premier mandat présidentiel. Cette campagne électorale s'est ouverte dans un contexte particulier, marqué d'une part par le rejet des candidatures de plusieurs membres de l'opposition, officiellement pour non-conformité de dossier, et de l'autre part la hausse des cas de Covid-19. Au Burkina Faso, Zéphrin Diabré poursuit les consultations en prélude au Grand Forum sur la réconciliation nationale. Le ministre de la Réconciliation a déjà rencontré les victimes de violences politiques. Si ces dernières ne rejettent pas l'idée d'une réconciliation, ils estiment que certains préalables doivent être levés, au nombre desquels le dédommagement des victimes, la vérité sur certains faits et un calendrier pour le traitement judiciaire de certains dossiers. Zéphrin Diabré a rassuré les participants en déclarant que certaines préoccupations seront examinées avant même la tenue du forum sur la réconciliation nationale.
Pandémie de Covid-19 au Kenya, la capitale Nairobi et 4 autres comtés voisins sont isolés depuis vendredi du reste du pays. Une résultante des nouvelles mesures prises par le président Uhuru Kenyatta alors que son pays fait face depuis début mars à une puissante troisième vague de coronavirus avec un taux de positivité et mortalité record, hôpitaux saturés, gestes barrières peu appliqués. Le président kenyan a aussi décrété la fermeture des écoles et une cessation de tous les mouvements par la route, le rail ou les airs, à l'entrée et à la sortie des zones infectées par la maladie comprenant Nairobi, Kajiado, Makakos, Kiambu et Nakuru. Le 12 mars, les autorités avaient déjà décidé de prolonger le couvre-feu. Cette troisième vague de contamination est causée par les nouveaux variants du virus, dont les deux plus connus, le britannique et le sud-africain, ont été détectés au Kenya. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a annoncé que l'Érythrée allait retirer ses troupes de la région du Tigré. Cette annonce fait suite à la reconnaissance pour la première fois depuis le début de l'opération militaire dans cette région de la présence des troupes érythréennes sur le sol éthiopien par Abiy Ahmed, qui s'est rendu à Asmara en fin de semaine dernière. Le Premier ministre éthiopien a affirmé qu'un accord avait été conclu pour le retrait de militaires. Il a précisé que son voisin du Nord devra quitter la région pendant des mois. Les troupes d'Asmara ont, semble-t-il, joué un rôle militaire primordial dans la campagne militaire d'Addis Abeba contre les forces du Tigré, aux côtés de l'armée éthiopienne. Mais elles ont aussi été gravement mises en cause par plusieurs organisations de défense des droits humains et par de nombreux habitants du Tigré, dont des massacres des civils, des armées et des violences sexuelles à grande échelle. Au Mozambique, la ville de Palma dans le nord est en cours d'évacuation après des attaques djihadistes meurtrières. Des milliers de personnes continuent de quitter la zone par tous les moyens et dans l'urgence. La ville est tombée aux mains des groupes armés vendredi soir à l'issue de plus de 48 heures de combat, au cours desquels des dizaines de civils ont perdu la vie. Le gouvernement mozambicain a confirmé dimanche soir qu'au moins 7 personnes ont été tuées dans une embuscade vendredi en tentant de s'échapper d'un hôtel où elles s'étaient retranchées. Il a indiqué que des dizaines d'autres personnes ont été tuées lors de l'attaque initiale mercredi contre la petite ville portuaire. Plus de 100 personnes sont portées disparues. Les djihadistes qui ont prêté allégeance à l'État islamique et qui terrorisent depuis plus de 3 ans la province majoritairement musulmane du Cabo Delgado, frontalière de la Tanzanie, ont lancé leur attaque surprise mercredi sur 3 fronts simultanés, suscitant la panique pour ses 75 000 habitants. Voilà qui referme cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Passez une excellente semaine en compagnie de nos programmes.